Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve ce soir, donc un petit direct pour faire un point sur la question des bilans de compétences, d'expérience professionnelle et de compétences pour les avocats. Alors, déjà, on va faire un tout petit point très rapide sur pourquoi est-ce que je vous fais cette petite vidéo. Tout simplement, j'ai été contacté la semaine dernière par la présidente de l'école des avocats de Bordeaux, Madame la bâtonnière Calliophate, qui m'a demandé si dans le cadre de l'incubateur du barreau de Bordeaux, un des membres de l'incubateur accepterait de venir présenter au conseil d'administration de l'école des avocats, qui avait lieu aujourd'hui, le rapport de la commission de la formation professionnelle du CNB, du Conseil national des barreaux, sur la question. Donc, je vous lis l'intitulé sur la question des bilans d'expérience professionnelle et de compétences. Voilà, un rapport qui a été présenté à l'Assemblée générale donc, du 11 septembre 2020, qui a fait suite, un rapport qui a fait suite à la proposition numéro 15 des États généraux sur l'avenir de la profession d'avocat, et qui qui avait été, proposition numéro 15, qui avait été largement votée par les personnes qui avaient participé donc, à ces États généraux. Donc, il se trouve que lorsqu'il a fallu déterminer qui allait se présenter pour l'incubateur du barreau de Bordeaux, comme on dit, la réponse a été vite trouvée. Et donc, c'est moi qui suis allé. Alors, cette question des bilans de compétences, elle part d'un constat qui est simple, un constat qui est partagé d'ailleurs par, j'ai envie de dire, quasiment par tout le monde dans la profession d'avocat aujourd'hui, qui est un constat qu'on peut considérer d'objectif, en tout cas, qui est en tout cas factuel, beaucoup de départs dans la profession. La profession, tous les ans, connaît un nombre, j'ai pas envie de dire régulier, mais en tout cas qui est constant, de départs de membres de la profession. Le rapport qui est rendu donc, par la commission cible trois moments spécifiques dans lesquels l'avocat se trouve dans une situation de fragilité spécifique. Ce premier moment, c'est la découverte de l'exercice réel de la profession. C'est donc, d'une certaine façon, la première collaboration. Parce que généralement, on commence quand même en collaboration. Alors, on pourrait rentrer dedans la première, le début de la profession si c'est en installation directe. Ça va rejoindre le point numéro 2 qui est celui de l'installation. Je me permettrai simplement, de par l'expérience qui est la mienne et également l'expérience que j'ai pu retirer de conversations avec un certain nombre de confrères, parler dans cette question de la première collaboration, de l'étendre aussi au stage final. Beaucoup de confrères ont connu ou ont pu connaître ou connaissent encore des stages finaux qui se sont passés de façon, je dirais, rock'n'roll. Voilà, ça peut arriver. Bien entendu, je le rappelle et je le rappellerai toujours, les élèves avocats ont la possibilité de contacter des membres du Conseil de l'ordre, de contacter le bâtonnier de l'ordre dans lequel ils effectuent leur stage, même si ce n'est pas forcément un ordre qui est dans le ressort de l'école dans laquelle ils sont élèves, ou
qui est implanté, dans le barreau duquel est implantée l'école. Je prends un exemple très simple. J'ai fait mes études, mon école à Bordeaux. Un certain nombre de mes camarades de promotion allaient faire leur stage à Paris. Bien entendu, en cas de difficulté, un élève avocat pouvait très bien demander conseil à un membre du Conseil de l'ordre de Paris, au bâtonnier de Paris. Alors bon, bien entendu, le bâtonnier de Paris, c'est un petit peu plus compliqué. Mais, bien entendu également, pouvait s'adresser à un membre du Conseil de l'ordre de Bordeaux s'il en connaissait. Il y en avait un certain nombre dans nos professeurs. Bien entendu, à l'administration de l'école de Bordeaux. Il ne faut jamais considérer que des choses qui sont anormales sont des acquis. Vous pouvez en parler autour de vous. Si vous êtes dans une difficulté, même je vous invite à en parler. Que ce soit donc à des membres du Conseil de l'ordre, que ce soit aux membres de l'administration de l'école. Et puis vous avez des barreaux, vous avez, comme par exemple à Bordeaux, il y a un pôle confraternel où vous avez des confrères de tous âges qui également, bien entendu avec une confidentialité des propos, un secret, peuvent vous recevoir, peuvent discuter avec vous, peuvent échanger avec vous sur des difficultés que vous rencontrez. Et ce n'est pas quelque chose d'anormal, ce n'est pas une mauvaise chose. On peut très bien avoir des mauvaises expériences, ça peut arriver. Ça nous arrive à tous. Il ne faut pas en prendre peur. Voilà. Mais on en rediscutera car c'est un des points qui est abordé également par ce rapport. Ce rapport qui s'arrête là, c'est-à-dire qu'il va... les 3 moments de faiblesse pour lui, c'est la découverte de la réalité du métier, l'installation et la première collaboration, enfin l'impact de la première collaboration. Je me permettrai par expérience, bien entendu pas personnelle, mais expérience de conversation avec des consoeurs notamment, de parler de la question de la grossesse, simplement que, comme vous le savez sûrement, vous avez un délai pendant lequel il est impossible de donner un préavis à la consoeur qui est en congé maternité. Vous avez tous les ans des cabinets qui vont donner préavis à leur collaboratrice à son retour de congé maternité, ou en tout cas au moment où son congé, la protection s'arrête, la plaçant dans une situation de difficulté particulière. De même, lorsqu'un confrère se retrouve dans un arrêt maladie long, confronté à une longue maladie. Alors, l'argumentation qui m'a été, si ce n'est opposée en tout cas, ce qui m'a été répondu, c'est que ce sont des situations particulières qui n'ont pas été traitées dans le cadre de ce rapport-là, puisque c'est une autre question. Oui. Réponse un peu facile, j'ai envie de dire, mais bon, pourquoi pas. Il faut savoir notamment, par contre que la question de des bilans de compétences, la question du fait que les avocats quittent la profession n'est pas une question qui est découverte par la profession, ce n'est pas quelque chose qui en est à sa première étude, entre guillemets. La première étude sur la question a été menée notamment par Maître Mignon-Louvet. C'était le rapport Avocat et psychologie qui a été présenté à l'Assemblée générale du 7 et 8 mai 2010 du Conseil national des barreaux, qui faisait apparaître un certain nombre de choses qui se retrouvent encore dans le rapport actuel, notamment le fait que le choix de la profession est parfois découle d'une pression ou d'une obligation parentale, que beaucoup d'avocats font ce métier
sans forcément être persuadés d'être faits pour ce métier, et que beaucoup d'avocats ont une volonté de réorientation, notamment pour des raisons personnelles. Le maître Mignon Louvet considère elle-même que ce rapport a été mal compris, mal reçu en tout cas par la profession en 2010, une profession qui a notamment considéré à l'époque qu'elle allait financer des personnes qui allaient la quitter. Financer notamment des bilans de compétences pour des personnes qui allaient quitter la profession. Bon, je ne reviens pas sur la période économique de 2010. Je pense que tout le monde se souvient de cette période. La deuxième étude qui va plancher sur la question de la mobilité professionnelle des avocats, de la réorientation des avocats, c'est une étude de maître Lénial et Degos, j'espère que je le prononce bien, qui a été présentée à l'Assemblée générale de janvier 2016, qui s'appelait « L'avocat immobilis, la mobilité professionnelle des avocats d'un point de vue prospectif ». Et cette étude va analyser la réalité d'un besoin de changement des avocats et va, là encore, appeler à un certain nombre de réformes et de mise en place de possibilités pour les avocats d'accompagner ces questions de mobilité. Alors, une fois qu'on a fait ce point historique, se pose la question donc des bilans d'expérience et de compétences professionnelles. Et la première question qui se pose, c'est de savoir un bilan d'expérience et de compétences. Très bien, mais pourquoi faire? Alors, le bilan d'expérience et de compétences, il peut avoir trois buts. Le premier, c'est la réorientation pure et simple. Le second, c'est l'analyse de ses besoins d'évolution. Et le dernier, c'est la recherche de stratégies de développement et également d'élargissement de son activité professionnelle. Alors, on va aborder les trois... on va aborder surtout les deux extrêmes, la première et la troisième. La question de la réorientation professionnelle, en premier lieu, il faut savoir que durant le confinement, vous avez donc eu un certain nombre de sondages qui ont été effectués par l'Observatoire de la profession d'avocat. Et dans ce sondage, une des questions qui était posée était de savoir si, du fait du confinement et de la situation économique engendrée par le confinement, certains confrères réfléchissaient à une possible réorientation professionnelle et à quitter la profession. Et 28% des avocats avaient répondu à l'époque qu'ils pensaient quitter la profession. Il faut se rappeler également que, à l'époque, à ces 28% doivent s'ajouter un certain nombre d'avocats qui avaient considéré le fait de prendre de faire valoir leur droit à la retraite, de prendre leur retraite, mais également, pour certains, de prendre une retraite anticipée, en rachetant notamment un certain nombre via le rachat de trimestres, etc. Et donc, avec cette possibilité que une part importante, le CNB s'est retrouvé confronté à la possibilité qu'une part importante des confrères, des avocats, puissent quitter la profession dans le courant de l'année ou dans les années à venir. Et il convient d'observer que aujourd'hui, les sondages qui sont effectués auprès des élèves avocats sur plusieurs années montrent que lorsqu'un élève avocat rentre dans une école d'avocat pour accéder à la profession, 54% d'entre eux expliquent qu'ils imaginent leur carrière professionnelle
avec un certain nombre d'allers et retours dans la profession, c'est-à-dire la possibilité d'exercer, de pouvoir sortir de la profession pour ce que j'appelle entrer dans le privé, c'est-à-dire rejoindre la direction juridique d'un grand groupe, la direction financière, etc. Pouvoir rentrer dans l'administration, pouvoir rentrer en tant que magistrat, mais ensuite revenir dans la profession, en ressortir, avoir cet effet de va-et-vient, de mobilité professionnelle accrue. Et 15% des élèves avocats indiquent d'ailleurs que, une fois obtenu leur CAPA, leur certificat d'aptitude à la profession, ils vont effectuer 3-4 années dans la profession, puis quitter la profession pour beaucoup définitivement, afin de rentrer dans des directions juridiques, voire prendre la tête de direction juridique de certains de groupes. C'est un changement de paradigme qui s'opère depuis donc un certain nombre d'années. Auparavant, la profession d'avocat, c'était entre guillemets comme un sacerdoce, on y rentrait pour la vie. On était avocat du jour où on avait prêté serment jusqu'au jour de la mort. C'est aujourd'hui quelque chose qui change profondément et c'est un modèle qui tend à une disparition progressive. Le deuxième point essentiel, c'est la recherche de stratégies de développement. Il faut voir que dans les mêmes sondages effectués pendant le confinement, 28% des confrères, les chiffres étaient similaires, hein, c'est pas un trucage de ma part, hein, je tiens à le préciser, 28% des confrères avaient indiqué qu'ils pensaient à une réorientation de leur activité professionnelle avec un élargissement de leurs compétences et un élargissement de leurs activités. C'est-à-dire se former sur d'autres types d'activités que celles effectuées à l'époque. Notamment, on peut le penser, pour des avocats qui traitent exclusivement des dossiers judiciaires, la possibilité de développer une activité de conseil juridique de façon, en cas de nouvelles difficultés pour les audiences, de pouvoir faire perdurer une activité économique relativement soutenue. Alors la question est de savoir comment faire interagir ces personnes dans le cadre des ordres, et on peut prendre l'exemple du barreau de Paris qui, aujourd'hui, lorsque un confrère s'interroge sur ces questions, le renvoie vers le barreau entrepreneurial, c'est-à-dire, a priori, une organisation interne au barreau de Paris pour aider les confrères à définir leur activité. Alors, la question qui peut se poser ensuite, c'est pourquoi une réorientation professionnelle? Donc, pourquoi une réorientation dans l'idée de quitter la profession? La première explication qui est donnée par les avocats, la plupart du temps, c'est celle d'une inquiétude par rapport aux réformes, en fait, par rapport à la logorrhée, à la diarrhée législative que nous connaissons depuis maintenant une vingtaine d'années et qui s'accroît quasiment tous les ans. L'inquiétude face, en fait, à l'incapacité de suivre face à l'obsolescence des connaissances et donc l'obsolescence progressive de l'avocat dans un monde juridique qu'il a de plus en plus de mal à maîtriser au fil des réformes. Il faut également voir que au cours du rapport, dans les travaux préparatoires au rapport, les auditions de personnes ont amené les membres de la commission à constater qu'il y avait parfois pour les personnes qui accédaient à la profession d'avocat un manque de connaissances au moment de l'orientation, notamment universitaire. Quelle est la question? C'est de dire, je n'ai pas forcément choisi
de partir en faculté de droit. C'est parfois une obligation, donc on parlait d'obligation parentale, de pression parentale qui m'a amené à ce choix. C'est aussi parfois le fait de ne pas très bien savoir quoi faire et donc de choisir le droit parce que le droit, ça mène à tout. Et, entre guillemets, d'évolution en évolution, parfois par hasard, d'arriver à passer le barreau parce qu'on ne sait pas très bien quoi faire de ces études et d'entrer ainsi dans la profession. Il faut également constater que la majorité des personnes, alors oui, simplement je précise, les personnes qui indiquent être plus ou moins allées vers la faculté de droit, entre guillemets par hasard, au moment de leur orientation, il est indiqué que pour un des intervenants auditionnés, sont à quasiment 90% de ses clients. Alors, il faut faire un point d'ailleurs sur les clients de ces instituts qui font des bilans de compétences pour les avocats. Ce sont majoritairement des femmes, donc des consoeurs, qui rencontrent des réponses spécifiques et qui, dans la plupart des sondages qui sont effectués, mais également dans les retours que font les intervenants auditionnés par la commission, indiquent qu'il y a une défiance, en tout cas un manque de confiance dans les réponses ordinales à ces difficultés spécifiques rencontrées par les avocates, pour une simple et bonne raison, aux difficultés spécifiques que nous pouvons classer du désagrément jusqu'à l'atteinte pénale, l'infraction pénale, dans un panel qui, nous le pensons, peut varier sur l'intégralité des couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a également la question des difficultés financières et de la pression économique qui est exercée sur les cabinets. À ce titre, une des intervenantes auditionnées dans le cadre des travaux préparatoires, intervenante de l'APEC, indique que 60% des métiers sont amenés à évoluer ou à disparaître. Propos qu'il faut, à mon sens, rapprocher de ceux d'un ministre actuel du gouvernement qui avait estimé que, à horizon d'une dizaine d'années, le métier d'avocat aurait sûrement disparu. Merci Bruno. L'ensemble de ces éléments cause aux confrères, à un certain nombre de confrères, un certain nombre de souffrances psychologiques qui vont du stress et pour certains de la maladie jusqu'à la dépression, au burn-out, et qui est notamment accentué par des phénomènes d'isolement, notamment pour les confrères qui s'installent et qui se retrouvent parfois donc isolés dans leur cabinet, ayant perdu le contact avec le cabinet dans lequel ils effectuent la collaboration, et donc le contact régulier avec des confrères. Alors, une fois qu'on a traité ces différentes, et qu'on a passé en revue ces différentes causes de réorientation, et donc de faire appel à des bilans de compétences, se pose la question des réponses apportées par la profession, et notamment la question des outils qui sont actuellement disponibles. Alors il faut savoir que le premier outil qui est disponible, ce sont les conseils en évolution professionnelle. Les conseillers en évolution professionnelle sont des conseils qui sont gratuits, mais qui ne sont pas spécifiques à la profession. Il y en a 46 qui sont présents, 46 centres de conseil qui sont présents en France. Le maillage est donc relativement national, même si, bien entendu, il n'est pas forcément régional. Il y a également
des bilans de compétences qui peuvent être soit collectifs, c'est le choix du barreau de Paris notamment dans le cadre de webinaires qui sont mis en place par le barreau de Paris pour informer notamment les confrères sur la possibilité de faire des bilans de compétences et de comment faire des bilans de compétences. C'est également le choix d'un certain nombre d'intervenants qui sont auditionnés dans le cadre du rapport de la commission. On peut penser notamment à l'entreprise Fleur d'Avocat qui propose des formations en groupe, des formations collectives. Il y a ensuite des bilans de compétences individualisés. Généralement, de 6 séances de 2 à 3 heures qui sont sur un rythme bimensuel, puisque, entre guillemets, le bilan de compétences se fait en 3 mois. Et puis ensuite, on peut penser à des outils à développer. Alors, c'est la grande proposition du CNB, c'est la possibilité de mettre en place des bilans de compétences pour les avocats avec un rôle coordinateur et moteur pour les écoles d'avocats. Il y a a priori 2 choses à voir par rapport à ce rôle des écoles d'avocats. C'est d'abord un rôle donc par rapport à la coordination de ces bilans de compétences, mais qui doivent s'analyser d'abord à un niveau local. Il y a ensuite question de formation des élèves avocats, et puis il y a un rôle de sensibilisation des ordres dans le ressort des ordres qui composent son ressort territorial, le ressort de l'école, et puis via les ordres donc des confrères, sensibiliser à ces questions de bilan de compétences. Par rapport à la question de la formation des élèves avocats, nous pouvons simplement noter une certaine incohérence entre un discours qui appelle à prendre en considération cette volonté, cette réalité de la réorientation des confrères, cette réalité de la volonté de beaucoup d'élèves avocats de faire une carrière mobile, caractérisée par la mobilité professionnelle tout au long de la carrière, et en même temps la volonté d'un certain nombre de membres du Conseil national des barreaux de proposer une réforme de la formation durant les écoles d'avocats, avec notamment la suppression du PPI, projet professionnel individualisé, suppression qui me semble être discutable, si ce n'est contre-productive, dans une période où il est en même temps proposé aux élèves avocats de réfléchir sur le fait de ne pas forcément être avocat tout au long de leur carrière. C'est peut-être bête à dire, mais il est plus difficile d'imaginer d'aller travailler dans les services juridiques d'entreprise si on n'a jamais, de toute sa formation, mis un jour les pieds dans un service dans un service juridique d'une entreprise. Pareil, la possibilité de faire un PPI, c'est la possibilité de se former pendant l'école d'avocat, faire un Master 2, c'est la possibilité d'avoir une expérience à l'étranger, c'est la possibilité potentiellement de découvrir son premier très gros client pour quand on sera devenu avocat, etc. C'est une possibilité qui offre une grande liberté à l'élève avocat dans son choix de formation, et c'est une possibilité qui est toujours enrichissante. Proposer ces suppressions peut apparaître comme une méconnaissance profonde des besoins de formation des élèves avocats. Ce qui n'est pas incohérent. D'autres acteurs sont appelés également à intervenir, à participer à ces
à cette sensibilisation, notamment des barreaux et des confrères, les syndicats professionnels, mais également, lorsqu'elles existent ou lorsqu'ils sont mis en place, les commissions du jeune barreau, les représentants du jeune barreau, les incubateurs, qui peuvent avoir notamment une fonction de support pour, dans le cadre d'échanges avec les écoles d'avocats, permettre la création de projets par les élèves avocats, mais aussi par les avocats, des projets de Legal Tech, des projets qui peuvent aider à la sensibilisation ou au fait d'effectuer des bilans de compétences. C'est notamment un projet qui peut être porté, suite aux discussions de ce matin, par l'école des avocats de Bordeaux, et puis, comme c'est le cas au barreau de Bordeaux, par des pôles confraternels ou l'équivalent dans d'autres barreaux. Et enfin, on en arrive à la question qui est celle du nerf de la guerre, qui est la question du financement. Et c'est la question qui est le moins bien traitée, si l'on peut dire, par le rapport de la commission. Puisqu'au final, c'est la question qui n'est quasiment pas traitée par le rapport, qui ne chiffre pas, ce qui est pourtant l'idée première, qui ne chiffre pas le fait d'effectuer un bilan de compétences. Alors, après avoir fait quelques recherches, il apparaît qu'un bilan de compétences coûte environ entre 1 200 et 3 000 euros. Environ. Cette question est importante. Pourquoi ? Déjà parce qu'un bilan de compétences, ça s'anticipe. Également parce que nous l'avons vu, les personnes qui sont susceptibles de faire appel à un bilan de compétences sont généralement des personnes qui sont soumises à une pression économique avec des difficultés financières. 3 000 euros, c'est donc une somme importante à débourser. Maintenant, la question du financement, c'est la question du coût, mais c'est également la question des aides qui peuvent être apportées, notamment par le FIFPL. Or, quand on regarde froidement l'offre du FIFPL, que peut-on analyser ? Déjà, le fait que le bilan de compétences en lui-même est pris en charge une fois tous les 3 ans à hauteur de 1 500 euros. Qu'une formation de conversion, donc qui, à notre sens, serait celle pour se réorienter, est pris en charge à hauteur de 2 000 euros, dans la limite de 200 euros par jour de formation. Là encore, une fois tous les 3 ans. Enfin, pour les avocats qui aimeraient faire une formation qualificative pour s'ouvrir un nouveau pôle d'activité, une nouvelle activité professionnelle, il est rappelé que le FIFPL peut également prendre en charge jusqu'à hauteur de 70% du coût réel de la formation, limité à 2 500 euros par professionnel, des formations de longue durée, c'est-à-dire 100 heures de formation minimum, formations qui correspondent aux critères de prise en charge de la profession, bien entendu. Bien entendu, si vous faites une formation de pâtissier, ce ne sera pas pris en compte, a priori. Mais si vous faites par exemple un Master 2, je prends un exemple, vous êtes avocat en droit des sociétés, vous décidez de faire un Master 2 fiscalité pour vous ouvrir ou vous remettre à niveau sur des questions fiscales. A priori, la formation fera plus de 100 heures. Elle rentrera dans les thèmes de formation qui entrent dans les critères de la profession. Et si vous n'avez pas fait une formation de même nature dans les 3 ans qui précèdent, vous serez donc dans tous les critères qui seront réunis. Vous pourrez donc demander
jusqu'à 70, à être remboursé de 70% du coût réel de la formation, dans une limite, bien entendu, de 2 500 €. Donc, lorsqu'on regarde froidement cette question qui est celle du coût de la formation, du coût du bilan de compétences, du financement, la réalité, au final, c'est que le bilan de compétences n'est pas forcément très cher pour la profession. Il y a des moyens qui sont mis en place, qui existent déjà, de le financer. Si ce n'est en totalité, tout du moins en grande partie. Et une dernière chose qui est intéressante, c'est que le bilan de compétences, lorsqu'il est effectué, valide entre 12 et 13 heures de formation continue sur les 20 qui sont obligatoires à faire annuellement dans la profession, et il le valide à partir du moment, bien entendu, où l'organisme par lequel le bilan de compétences est effectué, organisme est reconnu et a un certain nombre d'accréditations qui sont naturelles pour la profession. Voilà, c'était le point qui était fait sur ce rapport. Il est faux de dire que le rapport est mauvais. C'est très très faux. C'est un très bon rapport. Il y a des zones qui sont passées sous silence pour diverses raisons. Je vous avoue qu'à la limite, celle qui m'étonne le plus, c'est la question du financement qui est un peu fait en vitesse. Alors, en fait, je pense que la question du financement est faite de manière un peu plus rapide parce que ce qui est expliqué dans le rapport, c'est que la question du la prise en charge par la FIFPL est intéressante, mais elle ne correspond pas forcément aux besoins qui peuvent être ceux de la profession à court ou moyen terme. Donc, il est a priori nécessaire à court ou moyen terme d'effectuer une renégociation des critères de prise en charge par le FIFPL. Alors, dans quel sens? Grand inconnu, mais c'est un peu l'explication que je retiendrai de pourquoi cette absence relative par rapport au financement. Sinon, il n'y a rien à dire sur la question. Ce qui est peut-être plus gênant, c'est de se dire qu'au final, la plupart des éléments sont déjà en place, la plupart des moyens sont en place, mais ne sont pas utilisés. Et surtout ne sont pas connus de la profession qui, au final, communique assez peu sur cette question. La profession d'avocat a un culte du secret professionnel, ce qui est tout à fait normal. Elle a malheureusement parfois le culte du secret pour des choses qui soit n'ont pas à être tues, soit sont à son désavantage de ne pas être explicitées. Je pense malheureusement que les possibilités d'effectuer des bilans de compétences et les moyens de les effectuer rentrent dans cette dernière catégorie et posent un problème à la profession, posent surtout un problème pour la profession dans la gestion de ses effectifs. Voilà. J'espère avoir pu vous faire une présentation honnête et équilibrée de ce rapport. J'espère également que vous aurez l'occasion, peut-être, de pouvoir faire un bilan de compétences à l'avenir. C'est forcément quelque chose d'intéressant. Et je souhaite aux élèves avocats qui ont reçu les résultats de leurs écrits, soit parce que vous êtes admissibles, bon vent pour les oraux, soit parce que malheureusement vous êtes ajourné, eh bien, beaucoup de courage pour la suite.
Ça a été mon cas à une époque. L'échec n'est pas tant l'échec n'est pas déterminant en soi, de ce qu'il est, c'est la capacité à rebondir derrière, probablement à se réorienter. Donc, voilà. N'hésitez pas à voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et si vous avez vraiment la volonté d'entrer dans la profession, sachez que on peut toujours réussir en continuant à travailler et que voilà, il ne faut jamais hésiter à se remettre à l'ouvrage, mais en tout cas après quelques vacances. Là, c'est l'essentiel. Voilà. Bonne soirée à tous, bon week-end et à bientôt, j'espère. Au revoir.